Patricia. On va, comme tout à l'heure, prendre le temps de répondre aux questions de la salle, toujours avec ce système des petits papiers que nous avons utilisés tout à l'heure. J'avais, moi, une première question, merci beaucoup, qui fait peut-être le lien entre les deux, mais vous allez me dire si ce lien-là, vous le sentez. À la fois quand on est en train de rechercher la guérison et quand on prend cette décision de retourner vers le monde du travail, j'ai l'impression qu'il y a une chose essentielle, c'est de ne pas être seul. Vous nous donnez des conseils sur ce retour au travail. Vous avez, Patricia, mis l'accent sur la médiation et sur le rôle du médiateur. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui est essentiel, c'est surtout de ne pas rester seul et d'aller chercher du soutien pour pouvoir avancer sur ces points-là. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous partagez l'une et l'autre? Oui, absolument. Alors, il y a des personnes qui s'en sortent très bien toutes seules parce qu'elles ont des ressources ou parce qu'elles ont un soutien. Mais souvent, il y a déjà un soutien familial. Donc, effectivement, il va y avoir des soutiens très souvent. Oui, bien sûr, on a besoin de ne pas se sentir isolé, on a besoin de pouvoir se sentir compris, on a besoin de savoir, même le soutien, ça peut être la loi, ça peut être de connaître ses droits. Pour certains, juste le fait de connaître ses droits, ben, ça va être le soutien nécessaire pour pouvoir évoluer. Il y a ce soutien donc juridique, concret, avec des éléments pour savoir quels sont ses droits. Oui, c'est vrai que la loi c'est un soutien moral extrêmement important pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos situations d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai aussi que la perte des liens peut être un facteur aggravant dans la reconstitution de l'énergie vitale, c'est sûr. Et c'est aussi pour ça, en effet, comme vous l'avez dit, j'ai insisté sur le rôle de celui qui va porter les médiations, tout ce qui va pouvoir se focaliser dans cette relation à un autre va peut-être aussi permettre d'évacuer ces difficultés là que vous avez soulignées à la fin, où le sujet atteint de son cancer ou de certains événements traumatiques pourrait perdre de vue la fragilité, les capacités à entendre et évidemment les projections nécessaires quand on se soucie de l'empathie et de ce que l'autre peut être capable d'entendre ou pas. Sauf que peut-être que dans ces situations de cancer, ce médiateur ou ce conseil ou ce soutien, il n'est pas toujours là. Est-ce qu'il existe des situations où il n'y a pas de médiateur ou de soutien naturel, où des personnes sont isolées, seules? Ça existe, ça? Oui, c'est la raison pour laquelle dans les services, on a de plus en plus de psychologues, on a de plus en plus d'animateurs qui soutiennent des médiations, parce qu'ils peuvent apparaître, eux, comme justement des supports et des soutiens réels en l'absence d'autres soutiens possibles à l'extérieur. Enfin, c'est aussi la raison pour laquelle on est de plus en plus présent dans un certain nombre d'établissements de santé dans le cadre des soins de support, puisqu'on est intégré dans les soins de support, et où maintenant, même l'après-cancer est pris en compte, où l'accompagnement avec le cancer est pris en compte à tous les niveaux de la vie, personnelle, mais aussi professionnelle, et qu'il faut effectivement entendre ces patients qui vont avoir besoin de travailler, soit moralement, psychiquement, par envie, soit parce que, pour certains, l'entrée dans le cancer, c'est l'entrée dans la précarité, et si vous ne leur donnez pas la possibilité d'aller travailler, c'est le surendettement, c'est ne pas arriver à remplir leur frigo à la fin du mois, et c'est toute une autre problématique. Donc moi, je vois aussi des patients qui, honnêtement, s'ils le pouvaient financièrement, resteraient et se soigneraient, et ils seraient uniquement dans l'écoute d'eux-mêmes et du soin, mais pour des contraintes financières, sont obligés d'aller travailler. Alors, je vais passer du micro parce qu'il ne fonctionne pas. Non, allez-y, gardez-le, je vais forcer un peu la voix. Là, parler de ce soutien juridique, de cet accompagnement de l'après-cancer, il y a des choses qui sont parfois un peu compliquées à estimer
pour les patients. Par exemple, comment savoir à l'avance le temps d'absence provoqué par les examens, puis par les traitements? C'est vrai que dans beaucoup de situations, les médecins sont extrêmement prudents et donc on ne sait pas. On avance à l'aveugle et le patient est incapable de jouer cette transparence, cette collaboration avec l'entreprise pour que l'entreprise puisse anticiper. Alors oui, ça va dépendre. Déjà, je pense que ça va dépendre du type de cancer. Et puis, le médecin ne pourra pas dire, tant que les premiers traitements n'ont pas eu lieu, effectivement, on ne peut pas se prononcer sur la capacité de la personne à pouvoir effectuer un travail ou pas. Tout va dépendre comment elle va réagir à ces traitements. Mais là, on n'est pas... quand vous allez donner votre premier arrêt de travail à l'entreprise, bon, on n'est pas tout de suite obligé de dire on sera absent pour 9 mois, pour 10 mois, pour 12 mois. Voilà, si on ne souhaite pas dire de quoi il s'agit, simplement, ça peut être de prévenir l'entreprise que voilà, on a des traitements et on n'a pas de visibilité sur la date à laquelle on pourra reprendre. Et qu'effectivement, on va peut-être poser plusieurs arrêts de travail à la suite. Déjà, de savoir ça, ça va aider l'entreprise. Certaines patientes ou patients me disent que leur médecin leur a dit, écoutez, d'emblée, très rapidement, ils ont quand même eu le fait qu'ils allaient avoir des chimiothérapies, que ça prendrait environ 6 mois, qu'ensuite ils auraient de la radiothérapie. Et pour certains, très vite, il y a ce temps de 9 mois qui se dessine dans lequel ils ne travailleront pas, s'ils ont fait le choix de ne pas travailler. Après, si eux, ils supportent très bien les traitements, si pour eux, c'est impératif d'aller travailler, c'est autre chose. Et ça va faire l'objet d'une négociation avec le médecin et avec le radiothérapeute pour voir si effectivement leur état de santé est compatible. Mais à ce moment-là, on va aussi privilégier des retours en temps partiel thérapeutique. Patricia, cette incertitude, c'est compliqué du coup pour se projeter? Oui, nécessairement c'est compliqué. Ça suscite finalement dans l'environnement, que ce soit l'environnement professionnel ou l'environnement familial, des capacités ou des compétences, je dirais, d'identification, des compétences empathiques. Je crois que ça, c'est un des ressorts humains fondamentaux, que d'être en mesure de se demander, puisque personne ici n'est à l'abri d'un pépin, quel qu'il soit, comment nous réagirions si nous étions nous-mêmes atteints dans telle ou telle circonstance de la vie. Et ça, je pense que notre société aujourd'hui, même si elle est en train de mettre en place beaucoup plus de dispositifs qu'avant pour essayer de suppléer toutes ces difficultés, en même temps, on assiste aussi, c'est un des mouvements contraires, à des formes de repli sur soi. Et comment arriver à trouver le juste équilibre entre l'accueil empathique d'autrui et une certaine préservation de soi quand on se sent trop effracté par la maladie d'autrui qui vient bien évidemment nous renvoyer à nos propres angoisses de mort. Donc c'est un équilibre complexe à trouver. Et la complexité, elle est intracellulaire, mais elle est aussi intrapsychique. Alors, une question pour vous, Patricia, qui est peut-être une petite provocation. Pourquoi avoir besoin de passer par la maladie pour se rencontrer soi-même? Finalement, qu'est-ce que ça change, la maladie, dans cette façon de parler de transformation, Oui. C'est un des paradoxes. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin quelquefois d'aller très mal pour comprendre enfin comment fonctionnent les autres, comment on fonctionne soi-même, pourquoi on en est arrivé là. Nous, psychanalystes, on est habitués à se poser ces questions puisqu'on a payé, je dirais, de notre propre travail psychique pour essayer de comprendre le psychisme d'autrui. Donc oui, en effet, c'est vrai, c'est un trait peut-être humain qui fait qu'on a souvent besoin de rencontrer des difficultés graves pour se poser des questions fondamentales. Oui, c'est vrai. Dans les difficultés graves, Dominique, vous l'avez dit tout à l'heure, parfois les problèmes financiers, économiques pour les patients. L'une des questions, toujours sur la même fiche, s'adresse à vous. La maladie, finalement,
quelle est l'économie technique? Est-ce que, alors je la lis au sens où, est-ce que finalement, c'est pas pour le patient une nouvelle forme d'organisation de son économie, de la façon dont il fonctionne, et comment est-ce que vous pouvez les conseiller sur ces aspects-là? Alors je dirais que déjà, tout le monde n'est pas égal. Parce que vous allez être cadre, vous allez avoir une prévoyance qui va venir compléter votre salaire. Vous allez avoir un certain temps d'ancienneté dans l'entreprise, vous allez avoir le droit commun qui va vous protéger et vous permettre d'avoir un maintien de salaire de 1 à 6 mois. Donc tout le monde n'est pas à égalité face à l'entrée dans la maladie. Tout dépend à quel moment de votre carrière vous allez entrer dans la maladie. Tout dépend aussi de quel est votre statut social. Malheureusement, c'est encore le cas. Ceux qui gagnent le plus, en général, sont ceux qui sont quand même le mieux protégés, puisque eux, ils vont avoir des prévoyances, souvent des prévoyances qui vont compléter très bien leur salaire, ce qui ne va pas être le cas nécessairement d'autres personnes qui vont peut-être avoir des prévoyances, mais qui couvriront moins bien le salaire, voire pas de prévoyance du tout, puisque au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Donc, sauf à ce que la convention collective le prévoit et qu'elle oblige l'employeur, ou l'accord de branche, mais autrement, il n'y a pas d'obligation pour tous les employeurs de mettre pour tous leurs salariés une prévoyance en place. Donc, moi, je veux bien la réorganisation comptable, de son budget par le patient, mais dans certains cas, dites-vous, quelqu'un qui est au SMIC et qui se retrouve du jour au lendemain avec 50% de son salaire en termes d'indemnité journalière et pas de maintien de salaire, ou un maintien de salaire seulement sur 1 mois ou 2 parce que ça fait pas longtemps qu'il travaille, voire pas du tout, eh bien la personne, elle se retrouve avec 690 € peut-être d'indemnité journalière. Bon, voilà, on est quand même sur des minima sociaux qu'on va venir compléter. Mensuel, oui, bien sûr, mensuel, non pas par semaine. Ce serait là, on est plutôt chez ceux qui ont de la chance et qui sont complétés. Non, puisque tout à l'heure, vous nous expliquiez que notamment l'entreprise n'était pas tenue d'accepter un mi-temps thérapeutique. Donc, dans ces situations, est-ce qu'il y a des fonds de soutien? Alors, il n'y a pas des fonds de soutien, mais il y a la possibilité de demander une allocation adulte handicapé si on n'a pas, dans le cas par exemple où on est seul, où on a un conjoint mais qui ne gagne pas trop, parce on est sur des minima sociaux, donc pour pouvoir avoir accès au complément de l'allocation adulte handicapé, il faudra également remplir un certain nombre de conditions. Mais effectivement, ça, c'est des choses qui vont pouvoir être complétées. Mais il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas un fonds attribué, financier, disant, ben voilà, cette personne est malade d'un cancer et il n'y a pas de prévoyance dans son cas, il n'y a pas de maintien de salaire, on va piocher dans ce fonds-là pour compléter son salaire. Non, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous êtes sous le régime de droit commun, donc les indemnités journalières, si vous avez la prévoyance, si vous avez un maintien de salaire par l'ancienneté, le maintien de salaire par l'ancienneté, mais comme je vous ai dit, dans certains cas, et notamment les personnes, les personnes les plus à risque pour moi, ce sont notamment, on voit plutôt des femmes, il faut dire les choses comme elles sont, ce sont les femmes qui travaillent à temps partiel et qui éventuellement étaient juste séparées ou se séparent pendant le temps de la maladie. Moi, je ne dis pas que c'est à cause de la maladie qu'elles se séparent, mais il peut y avoir des séparations aussi qui se produisent pendant le temps de la maladie, parce que c'est un catalyseur, la maladie aussi, de ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, elles peuvent se retrouver vraiment dans des situations compliquées. Et alors, vous avez le RSA. Alors justement, une question qui est peut-être plus un commentaire ou un témoignage que je vais vous lire. Vouloir retourner au travail en temps partiel thérapeutique après ces traitements, prendre cette décision en accord avec son employeur, son médecin traitant et le médecin du travail, ça ne suffit pas car le médecin conseil de la CPM peut décider brutalement au bout de 2 mois d'une reprise à temps plein en coupant les indemnités journalières. Quelle solution? Le médecin conseil de la CPM n'est-il pas finalement le seul décideur dans la reprise d'activité professionnelle? Non, il n'est pas le seul décideur, puisque quand même, quand on sort d'un cancer, le premier temps partiel thérapeutique qu'on va demander, qui effectivement est de 2 mois, il est de droit.
ça, aucun médecin conseil de la sécurité sociale ne va vous refuser un temps partiel thérapeutique de 2 mois. Après, c'est vrai qu'on voit, et alors ça dépend des médecins conseils, ça dépend des départements. Il semblerait qu'il y ait des espèces de guidelines, enfin de tableaux, où on dit, ben voilà, si la personne, je prends un exemple parce que c'est arrivé beaucoup dans la région de Montpellier justement, si la personne a eu une chirurgie, pas de radiothérapie et pas de chimiothérapie, on considère que 2 mois d'arrêt et 2 mois de temps partiel thérapeutique, c'est amplement suffisant et que donc elle peut retourner travailler. Et puis on va avoir, s'il y a eu chirurgie, chimiothérapie, etc., on va augmenter les délais. Mais là aussi, ça va prendre en compte l'état de santé de la personne. Le temps partiel thérapeutique, il est fait pour que la personne puisse reprendre dans l'objectif d'un temps plein et il est justifié tant que l'état de santé de la personne le justifie. Donc effectivement, le problème, c'est que si le médecin conseil considère que l'état de santé ne le justifie plus, lui, il peut dire ben, « moi, je m'y oppose ». Mais là, il y a des recours à introduire auprès de la CPAM. On a des recours possibles. Donc ça existe. Oui, tout à fait. Alors, 4 questions très rapidement, car nous sommes en train de dépasser le temps que nous nous étions donné. Pour vous, Patricia, vous parlez de la mobilisation de l'inconscient pour mieux être, pour aider à affronter la maladie. Que pensez-vous de l'hypnose et de l'EMDR? EMDR, je ne sais pas ce que c'est. Oui, bah, ce sont des techniques qui nous viennent, enfin l'EMDR notamment des États-Unis, mais l'hypnose, enfin moi je ne pratique pas du tout ces techniques. Enfin l'hypnose, Freud l'a pratiquée avant de découvrir l'existence du transfert, donc je ne la pratique pas non plus. Je sais que l'hypnothérapie est utilisée dans comme appoint de certains soutiens thérapeutiques. Voilà, je ne peux pas m'exprimer sur cette question puisque je ne la pratique pas. En revanche, j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit Dominique, qui me semble vraiment très intéressant, sur la capacité, la force. Nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Je pense qu'en effet, d'un point de vue, je dirais, intrapsychique, sur le plan de nos capacités du moi à affronter certains traumatismes, là non plus, nous ne sommes pas à égalité les uns avec les autres. Il y a des sujets qui ont des moi beaucoup plus forts que d'autres, et puis il y a des moments de la vie où le moi est plus fort aussi qu'à d'autres moments. Et donc tout cela mérite d'être évalué. Et puis en plus, en dehors de ce fait-là, qui est un fait observable, indéniable, il y a aussi la capacité de synthèse du moi à affronter certaines situations complexes. C'est-à-dire que certains sujets auront un moi fort, mais ne seront pas capables de synthétiser tous les traumatismes qui peuvent lui arriver. En revanche, d'autres sujets, eux, auront une capacité de synthèse très grande. Et à ce moment-là, même dans des cas de situations traumatiques très grandes, on pourra assister, en effet, à des rémissions qui seront énigmatiques, hein, j'en conviens. Moi, j'ai autour de moi des gens qui ont des cancers et qui arrivent à se sortir de situations dont personnellement, je n'aurais pas cru qu'ils se sortent. Hein. Donc, c'est un des ressorts aussi psychiques de l'inconscient qui nous échappe, j'en conviens. Je ne prétends pas tout connaître. Une question, Patricia, sur l'art. L'art brut pratiqué parfois par des psychotiques chroniques est-il influencé par la survenue d'un cancer et comment? Alors, une question peut-être un peu pointue. Alors si on mêle psychose et cancer, oui. Moi j'ai rarement vu des psychotiques atteints de cancer, mais je n'ai pas tout vu non plus. C'est vrai que la psychose étant une pathologie psychiatrique qui quelquefois s'érige comme modalité défensive extrêmement robuste contre
une série de micro-traumatismes qui se sont installés au fur et à mesure du développement d'un enfant, et bien souvent dans la psychose qui est caractérisée par le délire et les hallucinations. Et si ce délire ou ces hallucinations arrivent à un moment donné dans la vie d'un sujet, à un moment assez avancé de sa vie, on peut se dire que les choses se sont tramées de longue date et par petites touches jusqu'à ce que le délire soit armé de pied en cap et s'exprime brutalement comme ça dans la vie d'un sujet. Alors croiser la question du cancer avec celui de la psychose ouvre tout un champ de recherche, et la personne qui m'a posé cette question doit avoir des idées en tête. Il faudrait discuter sur des cas précis. À faire autour du buffet tout à l'heure, si vous souhaitez interroger Patricia, je ne sais pas qui. Moi, je suis spécialiste de la psychose. C'est vrai que j'ai rarement vu, j'ai souvent vu en revanche des malades dans les grands hôpitaux psychiatriques marcher pieds nus en plein hiver, ne jamais tomber malade. Voilà, ça je l'ai vu. En revanche, des psychotiques qui tombent malades somatiquement, c'est que peut-être à ce moment-là, leur système défensif est en train de s'effondrer. On va finir avec les deux questions qui ont été posées tout à l'heure et qui interrogeaient les aspects accompagnement, soutien, psychologie. La première nous disait, mais personne n'a parlé du rôle émotionnel sur le déclenchement du cancer. Première question. Sur le déclenchement du cancer, Patricia. Et puis cette deuxième question qui disait, le contrôle au long cours du cancer pour en faire une maladie chronique, est-ce que finalement c'est souhaitable pour le confort psychologique du patient de vivre avec cette épée de Damoclès toute sa vie? Comment psychologiquement ça se construit? Bon, alors sur la première question, en effet, le moment où se déclare un cancer, je ne me risquerai pas à faire des interprétations, je dirais, un peu rapides, parce que c'est d'une telle complexité. On n'a pas suffisamment établi, me semble-t-il, des liens qui soient suffisamment parlants, de cause à effet. Nous sommes face à des énigmes. Qu'une situation conflictuelle de longue date fragilise l'organisation, l'unité psychosomatique d'un sujet jusqu'à le rendre vulnérable au déploiement de telle ou telle cellule cancéreuse, ce sont des hypothèses. Je préfère rester à la place qui est la mienne et me tourner vers mes confrères qui sont nettement plus spécialisés sur la question, parce que bien sûr, nous avons des hypothèses. Bien sûr, nous avons été très intéressés par les travaux, notamment sur l'apoptose et le suicide intracellulaire. Bien sûr que tout ça nous pose des questions à nous, psychanalystes. Mais il faut conduire à ce moment-là des études conjointes très précises. Et je pense que ma présence ici, si elle pouvait permettre que ces collaborations s'accentuent, ce serait un bienfait peut-être pour tous. Et sur l'impact d'une maladie qui deviendrait chronique? Bien, écoutez, nous sommes peut-être tous, à notre insu, porteurs de maladies. On parlait tout à l'heure des fautes de frappe de nos génomes, du code génétique, etc. C'est vrai que nous portons peut-être tous des maladies génétiques dont nous ne connaissons pas l'ampleur, et tant qu'elles ne se sont pas déclarées. Alors vivre avec une maladie chronique, oui, il faut apprendre à vivre avec, c'est certain, mais je pense qu'on peut adoucir ce compagnonnage, et l'art pourrait éventuellement être une modalité possible de ce compagnonnage.